Chapitre 15. L'orage se prépare. Revenons maintenant à Bilbo et aux nains. Toute la nuit, quelqu'un avait monté la garde, mais au matin, personne n'avait vu ou entendu aucun signe de danger. Les oiseaux, cependant, se faisaient toujours plus nombreux. Leur compagnie volante arrivait du sud, et les corbeaux, qui vivaient encore aux environs de la montagne, ne cessaient de tournoyer et de crier au-dessus de leur tête. « Il se passe quelque chose d'étrange, » dit Thorin. « Le temps des migrations automnales est passé, et ces oiseaux vivent toujours par ici. Il y a des étourneaux et des volées de pinsons, et je vois au loin de nombreux charognards, comme si une bataille se préparait. » Soudain, Bilbo leva l'index. « Voilà encore cette vieille grive !» s'écria-t-il. « On dirait qu'elle a survécu quand Smaug s'est abattu sur la montagne. Mais on ne peut pas en dire autant des escargots, je suppose. » La vieille grive était bel et bien de retour, et alors que Bilbo la pointait du doigt, elle vola vers eux et se percha sur une pierre non loin. Alors elle battit des ailes et chanta. Puis elle pencha la tête sur le côté, comme pour l'écouter, et chanta de nouveau. Puis elle tendit l'oreille une nouvelle fois. « Je crois qu'elle essaye de nous dire quelque chose, » dit Balin. « Mais je n'arrive pas à suivre le discours de ce genre d'oiseau. Il est trop rapide, trop compliqué. Et vous, Bessac, vous y comprenez quelque chose ?»« Très peu de choses, » dit Bilbo. En fait, il n'y comprenait rien du tout. Mais notre vieil ami me paraît très agité. « Si seulement c'était un corbeau, » dit Balin. « Je pensais que vous ne les aimiez pas. Vous avez l'air de les fuir la dernière fois que nous sommes venus par ici. »« Ça, c'était des corneilles. Elles avaient un air suspect qui ne me revenait pas, en plus d'être impolies. Vous avez dû entendre tous ces noms injurieux qu'elles nous lançaient. Mais les corbeaux sont différents. Il y avait autrefois une grande amitié entre eux et le peuple de Tror. Souvent, ils nous apportaient des nouvelles secrètes et nous les récompensions avec des objets brillants qui se plaisaient à cacher dans leur nid. Ils vivent fort longtemps et possèdent une longue mémoire, et ils transmettent tout ce qu'ils ont appris à leurs enfants. Quand j'étais jeune nain, je connaissais plusieurs corbeaux des rochers. Cette colline même s'appelait alors Mont-Corbeau, parce qu'il y avait un couple bien connu et particulièrement sage, le vieux Carque et sa femme, qui vivaient ici au-dessus du poste de garde. Mais je ne pense pas qu'il y ait encore ici des représentants de cette ancienne race. À peine eut-il terminé sa phrase que la vieille grive s'élança dans les airs en poussant un grand cri. « Si on ne le comprend pas, lui au moins nous comprend, j'en suis sûre, dit Balin. Maintenant, ouvrons l'œil et voyons ce qui va se passer. » Il eut bientôt un grand battement d'ailes, et la vieille grive fut de nouveau près d'eux, accompagnée d'un vieil oiseau tout écrépi. Presque aveugle, il pouvait à peine voler, et le sommet de sa tête était complètement dégarni. C'était un vieux corbeau de taille imposante. Il se posa devant eux avec raideur, battit lentement des ailes, et salua Thorin d'un geste saccadé. « Ô Thorin, fils de Thrain, et Balin, fils de Fundin, croissa-t-il. Et Bilbo comprenait ce qu'il disait, car il parlait comme vous et moi, et non dans la langue des oiseaux. « Je suis Roak, fils de Carque. Carque est mort, mais vous l'avez bien connu autrefois. Il y a 153 ans que je suis sorti de l'œuf, mais je n'oublie pas ce qui m'a été enseigné par mon père. Je suis désormais le chef des grands corbeaux de la montagne. Nous sommes peu nombreux, mais nous gardons encore le souvenir du roi de jadis. La plupart de mes gens sont absents, car il y a d'importantes nouvelles en provenance du sud. Certaines seront pour vous une joie, d'autres ne vous paraîtront pas aussi favorables. Car voici que du sud, de l'est et de l'ouest, les oiseaux affluent de nouveau vers la montagne et le Val, et on entend partout la nouvelle que Smaug est mort. »« Mort ? Mort !» s'écrièrent les nains. « Mort ! Nos craintes étaient donc inutiles, et le trésor est à nous. » Tous se levèrent d'un bond et se mirent à gambader de joie. « Oui, mort, dit Roak. La grive, puisse ses plumes ne jamais tomber, l'a vu mourir et ses paroles sont dignes de foi. Elle l'a vu tomber au combat contre les hommes d'Escaroth, il y a 3 nuits de cela, au lever de la lune. » Thorin eut quelques difficultés à convaincre les nains de se taire et d'écouter ce que le corbeau avait à dire. Celui-ci acheva enfin son récit de la bataille et poursuivit. « Voilà pour vous, Thorin, l'écu des chênes, le plus réjouissant. Vous pouvez regagner votre palais en toute sécurité. Tout le trésor est à vous, pour l'instant. Mais de nombreux gens, à part les oiseaux, se dirigent par ici en ce moment même. La rumeur de la mort du gardien s'est répandue dans tout le pays, et la légende des richesses de Tror ne s'est pas amoindrie au fil des générations. Nombreux sont ceux qui réclament une part du trésor. Déjà, une armée d'elfes est en marche, accompagnée de charognards qui espèrent une confrontation et un massacre. Sur les rives du lac, les hommes accusent les nains d'être la cause de leur malheur, car tous sont sans logis, et nombre d'entre eux sont morts dans la destruction de leur ville. Eux aussi cherchent à obtenir réparation en réclamant une partie de votre or, que vous soyez vivant ou mort. C'est votre sagesse qui devra déterminer la conduite à suivre.
Mais à vous 13, vous représentez une infime partie du grand peuple de Durin qui vivait ici autrefois et qui désormais est dispersé aux 4 vents. Si mon conseil peut vous servir de guide, vous ne vous fierez pas au bourgmestre des Hommes du Lac, mais plutôt à celui qui a décoché la flèche qui a tué le dragon. Il se nomme Bard, de la lignée du Val, celle de Girion même. C'est un homme sévère mais honnête. Nous verrions alors la paix régner de nouveau entre les nains, les hommes et les elfes après la longue désolation. Mais cela pourrait vous coûter cher, j'ai dit. Thorin répondit alors avec colère. Nos plus sincères remerciements, Roak, fils de Kark. Vous les vôtres ne serez pas oubliés, mais les voleurs et les belliqueux n'auront pas la moindre pièce d'or tant que nous serons en vie. Nous vous en serions d'autant plus reconnaissants si vous nous apportiez des nouvelles de tous ceux qui approchent. Et je vous implore également, s'il y en a parmi vous qui ont encore toute leur jeunesse et toutes leurs ailes, d'envoyer des messagers à ceux des nôtres qui habitent les montagnes du Nord, tant à l'ouest qu'à l'ouest, pour les informer de cette menace qui plane sur nous. Mais visitez d'abord mon cousin Dain dans les collines de fer, car ces gens sont nombreux, bien armés, et il n'est aucun royaume de nains qui soit plus près d'ici. Dites-lui de se hâter. Je ne dirai pas si cette résolution est bonne ou mauvaise, croissa Roak, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Puis il s'envola lentement. Rentrons de ce pas à la montagne, s'écria Thorin. Nous n'avons que très peu de temps. Et peu de choses à se mettre sous la dent, ajouta Bilbo, toujours aussi pragmatique face à ce genre de questions. Il se disait en tout cas qu'avec la mort du dragon, leur aventure était pour ainsi dire terminée. En cela, il se trompait lourdement, et il aurait renoncé à une bonne partie de ses gains pour que toute cette affaire soit résolue dans la paix. « Rentrons à la montagne !» crièrent les nains sans faire attention à lui. Alors il fut bien obligé de rentrer avec eux. Puisqu'une partie des événements vous sont déjà connus, vous aurez compris que les nains disposaient encore de quelques jours. Ils explorèrent à nouveau les cavernes et découvrirent, comme ils s'y attendaient, que la grande porte était désormais la seule issue. Toutes les autres portes, à l'exception de la petite entrée secrète évidemment, avaient depuis longtemps été bloquées ou détruites par Smaug, et il n'en restait plus la moindre trace. Ils s'employèrent donc à fortifier l'entrée principale et à aménager un nouveau chemin qui y conduirait. Les outils nécessaires ne manquaient pas, laissés derrière eux par les mineurs, les carriers et les constructeurs d'autrefois. Et les nains étaient encore très habiles à de tels travaux. Pendant qu'ils travaillaient, les corbeaux leur apportaient sans cesse des nouvelles. Ils apprirent donc que le roi elfe s'était détourné vers le lac et qu'il bénéficiait d'un moment de répit. Mieux encore, ils découvrirent que 3 de leurs poneys avaient échappé à la mort, car ils avaient été vus sur les berges de la rivière courante, non loin de l'endroit où se trouvait le reste des provisions. Ainsi, pendant que les autres se chargeaient des travaux, Fili et Kili, guidés par un corbeau, furent envoyés à la rivière afin de ramener les poneys et tout ce qu'ils pouvaient transporter. 3 poneys sont vivants! Tout ce qui survivra, c'est 3 poneys. Il y a eu un massacre de poneys dans ce livre, ça me... Y'a que moi que ça choque. Leur absence dura 4 jours, et ils apprirent à leur retour que les armées des hommes du lac s'étaient jointes à ceux des elfes, et qu'elles se hâtaient toutes deux vers la montagne. Mais les nains entretenaient à présent de meilleurs espoirs, car en faisant attention, ils auraient de quoi se nourrir pour quelques semaines. Surtout du crâme, évidemment. Et c'était tout juste s'ils pouvaient encore le supporter. Mais un peu de crâme vaut beaucoup mieux que rien. Et ils avaient déjà réussi à bloquer la porte avec un mur de pierre équarri, sans ciment, mais très épais et haut, érigé devant l'ouverture. Il y avait des fentes à travers lesquelles ils pouvaient voir ou tirer, mais aucune porte. Ils entraient et sortaient ou se servaient d'échelles et s'aidaient de cordes pour hisser les marchandises. Afin d'assurer l'écoulement de la rivière, ils avaient ménagé une petite arche basse sous le nouveau mur. Mais devant l'entrée, ils avaient modifié le petit lit étroit de telle sorte qu'un grand bassin d'eau s'étendait sur la paroi rocheuse jusqu'au sommet de la chute où la rivière descendait vers le Val. Le seul accès à la porte, autrement qu'à la nage, se faisait donc par une étroite corniche le long de l'escarpement, située à droite lorsqu'on se trouvait derrière le mur et qu'on regardait au dehors. Les poneys, quant à eux, avaient été emmenés au pied des escaliers, de l'autre côté du vieux pont, et déchargés à cet endroit. Puis, les nains leur avaient dit d'aller retrouver leur maître en les envoyant vers le sud sans cavalier. Tout ça à cause de Gandalf, les poneys, hein, on se souvient. Vint alors une nuit où surgirent tout à coup de nombreuses lumières comme celles de feux de camp et des torches dans le Val qui s'étendait au sud. « Les voici !» cria Balin. « Et leur campement est considérable. Ils ont dû entrer dans la vallée à la faveur du crépuscule, en prenant des deux côtés de la rivière. » Les nains dormirent très peu cette nuit-là. L'aube était encore pâle lorsqu'ils virent une compagnie qui approchait. Retranchés derrière leur mur,
Ils les regardèrent s'avancer jusqu'au fond de la vallée et entamer une lente ascension. Ils virent bientôt que des archers elfes étaient parmi eux, de même que des hommes du lac armés jusqu'aux dents. Enfin, les premiers rangs gravirent les éboulis de roches et parvinrent au sommet des chutes. Et quelle ne fut pas leur surprise de voir le bassin qui s'étendait devant la porte, elle-même bloquée par un mur de pierre nouvellement taillé. Tandis qu'ils se tenaient là, pointant du doigt et discutant entre eux, Thorin les héla. « Qui êtes-vous » cria-t-il d'une voix puissante. « Vous qui arrivez en fauteur de guerre aux portes de Thorin, fils de Thrain, roi sous la montagne, et que désirez-vous » Mais ils ne répondirent rien. Certains d'entre eux battirent immédiatement en retraite, et les autres, après avoir observé un moment la porte et ses défenses, ne tardèrent pas à les suivre. Ce jour-là, leur campement fut déplacé à l'est de la rivière, tout juste entre les bras de la montagne. Des voix et des chants résonnèrent alors parmi les rochers comme la vallée n'en avait pas connu depuis longtemps. L'écho des harpes elfiques et d'une douce musique montait également vers la porte, et on aurait dit que le froid s'adoucissait et qu'un faible parfum embaumait l'air, comme celui des fleurs printanières en train d'éclore dans la forêt. Bilbo eut alors très envie de quitter la sombre forteresse pour aller se joindre à la fête et aux réjouissances autour des feux. Les plus jeunes nains se laissèrent aussi émouvoir, déplorant la tournure des événements, et regrettant de ne pouvoir accueillir ces gens à bras ouverts. Mais Thorin se refrogna. Puis, les nains eux-mêmes apportèrent des harpes et des instruments récupérés parmi le trésor, et se mirent à en jouer pour tenter d'apaiser sa colère. Mais leur chant n'était pas comme le chant des elfes. Il rappelait beaucoup ce qu'ils avaient chanté chez Bilbo, longtemps auparavant, dans un petit trou de hobbits. Sous la montagne au noir sommet, le roi rentre dans son palais. L'ignoble ver, son adversaire, s'est absenté à tout jamais. La grande porte fortifiée, les lames seront aiguisées, le cœur est fort qui côtoie l'or, les nains ne seront plus lésés. Nombreux les sorts des nains d'antan, les coups de leurs marteaux sonnants, là où se terrent, dans la pierre, merveilles et monstres dormants. Ils firent des colliers d'argent, des couronnes d'un feu brûlant. Ils imprégnèrent, marièrent, la harpe et les chants envoûtants. L'usurpateur est détrôné. Ô peuple errant, venez, venez. Le roi défend son bien d'antan, et tous les siens sont appelés. Venez par les cimes glacées, à nos cavernes du passé, car au-dedans le roi attend ses mains de joyaux émaillés. Le roi retrouve son palais, sous la montagne au noir sommet, comme l'hier l'ignoble ver, nos ennemis seront défaits. Musique est peut-être un peu forte. Cette chanson sembla faire plaisir à Thorin, qui retrouva le sourire et sa bonne humeur. Et il se mit à calculer la distance jusqu'aux collines de fer et le temps qu'il faudrait à Dain pour atteindre la montagne solitaire, s'il s'était mis en route aussitôt le message reçu. Mais le cœur de Bilbo se serra en entendant la chanson et la discussion qui s'ensuivit, car elle semblait beaucoup trop guerrière. Tôt le lendemain matin, une compagnie de lanciers fut aperçue, franchissant la rivière et remontant la vallée. Arborant la bannière verte du roi elfe et la bannière bleue du lac, elle s'avança jusqu'au mur qui se dressait devant la porte. Thorin appela de nouveau d'une voix forte. « Qui êtes-vous, ô étranger venu guerroyer aux portes de Thorin, fils de Thrain, roi sous la montagne ?» Cette fois, on lui répondit. Un homme de belle stature, aux cheveux noirs et aux traits sévères, s'avança et cria. « Je vous salue, Thorin. Pourquoi vous terrez-vous comme un voleur dans sa cachette? Nous ne sommes pas encore ennemis, et c'est pour nous une joie inespérée de vous trouver vivant ici. Nous ne pensions pas rencontrer âmes qui vivent, mais puisque vous êtes là et que nous y sommes, aussi il y a matière à pourparler et à discussion. Qui êtes-vous, et de quoi voulez-vous discuter? Je suis barde, et c'est par mon bras que le dragon est tombé, et que votre trésor vous a été rendu. N'est-ce pas là une affaire qui vous concerne? De plus, je suis le légitime descendant et héritier de Girion du Val, et parmi vos richesses se trouvent nombre des siennes, pillées par Smaug dans ses villes et ses palais. N'est-ce pas là une chose dont nous ne pourrions discuter? Enfin, dans son dernier assaut, Smaug a détruit les maisons des habitants d'Esgaroth, et je suis encore au service de leur bourgmestre. J'aimerais vous demander en son nom si vous avez égard aux souffrances et à la misère de son peuple. Pour l'aide qu'ils vous ont fournie dans votre détresse, ils n'ont récolté jusqu'ici que la ruine sans que ce soit volontaire de votre part, j'en suis certain. Or, ces paroles étaient sincères et justes, quoique fières et sévères. Et Bilbo crut que Thorin reconnaîtrait sur le champ l'intégrité de son vis-à-vis. Il ne s'attendait pas, bien sûr, à ce que quiconque se souvienne que c'était lui, et lui seul qui avait découvert la faille dans l'armure du dragon.
Heureusement, car personne n'en fit jamais mention. Mais Bilbo oubliait que l'or longtemps couvé par un dragon a un pouvoir, et que le cœur des nains y est particulièrement sensible. Thorin avait, au cours des derniers jours, passé de longues heures dans la salle du trésor, et son enchantement pesait lourd sur lui. S'il recherchait d'abord et avant tout la pierre arcane, il lorgnait aussi maints autres objets qui se trouvaient là et qui évoquaient les lointains souvenirs de labeur et de souffrance de son peuple. Vous plaidez votre plus mauvaise cause en dernier, et en la plaçant au-dessus des autres, répondit Thorin. Nul ne peut prétendre au trésor de mon peuple sous prétexte que Smaug nous l'a volé, l'a privé là-haut. Qui nous l'a volé, l'a privé lui aussi de sa vie ou de son logis. Ces méfaits ne sauraient être réparés par l'octroi de richesses qui n'étaient point les siennes. Mais quel con, Thorin! Pour l'aide et les marchandises qui nous ont été fournies par les hommes du lac, nous payerons le juste prix, et ce, en temps utile. Mais nous ne donnerons rien, pas même la valeur d'une miche sous la menace d'une guerre. Tant qu'une troupe armée se tiendra à nos portes, vous serez pour nous des ennemis et des voleurs. Je serais curieux de savoir quelle part de leur héritage vous auriez versé au nôtre si vous nous aviez trouvés morts et le trésor sans surveillance. C'est une question tout à fait légitime, répondit Bard. Mais vous n'êtes pas morts et nous ne sommes pas des voleurs. De plus, les riches peuvent avoir pitié des miséreux qui leur ont tendu la main au moment où ils étaient dans le besoin, sans égard aux prétentions des uns ou des autres. Quant à mes autres revendications, elles demeurent sans réponse. Je refuse de parlementer, comme je l'ai dit, tant qu'il y aura des hommes de guerre à ma porte. Et jamais je ne discuterai avec les gens du roi elfe qui n'ont rien fait pour mériter ma sympathie. Ils n'ont pas leur place dans ce débat. Maintenant partez avant que nos flèches ne sifflent. Et si vous souhaitez reprendre la discussion, renvoyez d'abord l'armée elfe dans la forêt. Et quand vous l'aurez remise à sa place, revenez et déposez vos armes avant de vous approcher du seuil. Le roi elfe est mon ami, et il s'est porté au secours des gens du lac qui avaient grandement besoin d'aide, et qui, pourtant, n'avaient d'autres revendications à faire valoir que l'amitié, répondit Bard. Vous aurez le temps de ravaler vos paroles. Retrouvez votre sagesse avant notre retour. Puis il tourna les talons et rentra au campement. Au bout de quelques heures, les portes aux étendards revinrent et les trompettes retentirent. « Au nom d'Esgaroth et de la forêt !» cria l'un d'eux. « Nous adressons à Thorin, fils de Train, l'écu des chênes, et nous l'enjoignons de faire bonne considération des revendications qui lui ont été présentées, sans quoi il sera déclaré notre ennemi. Il devra remettre au moins 1/12 du trésor à Bard, l'héritier de Girion qui nous a libérés de Smaug. Avec la part qui lui revient, Bard contribuera lui-même à la reconstruction d'Esgaroth. Mais si Thorin désire recevoir amitié et révérence des terres alentours, comme ses pères en bénéficiaient autrefois, il donnera aussi une part de sa richesse afin d'assurer le bien-être des hommes du lac. Thorin fait des conneries. Thorin s'emparera alors d'un arc de corne et décocha une flèche en direction du messager. Elle alla se planter dans son bouclier et vibra un instant dans le silence. « Puisque telle est votre réponse, poursuivit le messager, je déclare la montagne assiégée. Vous n'en sortirez point jusqu'à ce que vous demandiez vous-même une trêve et des pourparlers. Nous ne prendrons pas les armes contre vous, mais nous vous laissons à votre or. Vous pourrez au moins manger cela, si c'est ce que vous voulez. » Sur ce, les messagers se retirèrent promptement, et les nains furent laissés à leurs réflexions. Thorin était devenu si sombre que, même s'il l'avait voulu, aucun d'eux n'aurait osé lui reprocher quoi que ce soit. Mais à vrai dire, la plupart semblaient d'accord avec lui, sauf peut-être le gros Bombur et Filier qui... Bilbo, évidemment, trouvait la situation tout à fait déplorable. Il en avait plus qu'assez de la montagne, et le fait d'y être assiégé ne lui plaisait pas du tout. Cette odeur me rend malade, marmonna-t-il pour lui-même. L'odeur du dragon empeste, et tout ce crâne commence à me rester sur l'estomac.